tu parlais des divisions qu'il y a entre la ville et les quartiers populaires. Moi, j'aimerais poser une question et terminer là-dessus sur, disons, un peu la composition sociologique des militants, des électeurs de la France insoumise. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce succès aussi de la LFI, elle repose sur une alliance hétérogène de groupes sociaux, notamment de la jeunesse des quartiers populaires, et d'une autre partie de la gauche, disons, blanche, progressiste, composée d'intellectuels, professeurs, artistes, etc. Alors, si ces composantes convergent vers des aspirations communes, vers une critique de l'ordre établi, notamment du néolibéralisme, est-ce qu'il ne faut pas aussi remarquer qu'il peut y avoir des sujets, disons, d'ordre culturel, sociétaux, qui peuvent cristalliser les tensions et déboucher sur des divisions? Ah bah oui, complètement. Je pense que à l'avenir, nous allons être collectivement confrontés à des malentendus. Lorsqu'il sera question de converger réellement entre la gauche progressiste et les quartiers, et une partie des couches populaires blanches. Parce que les affects ne sont pas les mêmes, et parce que les conditions de vie ne sont pas les mêmes, parce que les rapports au monde ne sont pas les mêmes. Et si à gauche, on partage globalement une vision progressiste des rapports sociaux, du point de vue des rapports hommes-femmes, du point de vue religieux, du point de vue de la sexualité, ce n'est pas du tout le cas, tendanciellement, dans les couches populaires basses. Et moi, je n'ai pas un rapport moral à cette question. Je ne dis pas d'emblée, et là je parle encore d'un point de vue décolonial, je ne dis pas d'emblée être progressiste c'est bien ou mal, ou être conservateur c'est bien ou mal. Je dirais que dans le clivage politique en France, on a tendance à classer les gens en fonction de cette morale. Ceux qui sont à gauche sont plutôt des gens bien, et ceux qui sont à droite sont plutôt des gens mauvais. Moi, je ne veux pas appliquer de moralisme. Pour moi, c'est ni bien ni mal. Je pense que quand on est progressiste, on a des raisons sociales, matérielles de l'être. Et je pense que quand on ne l'est pas, on a des raisons sociales et matérielles de l'être. Donc la question, ce n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. Moi, ma question, elle est plutôt d'ordre stratégique. C'est comment on fait converger des milieux qui ne sont pas faits pour s'entendre ou pour aller dans la même direction. Et par exemple, il faut le dire absolument clairement, parce que là, moi, je ne veux pas faire Ruffin, je ne veux pas échapper, ou en tout cas éviter des questions. Je veux pas. Je pense qu'il faut tout affronter. Il n'y a que la vérité qui est révolutionnaire. Eh bien, par exemple, il y a eu des comités, des conseils dans les quartiers, d'associations maliennes, par exemple, dans certains quartiers de France, pas que maliennes, je dis maliennes parce qu'on m'a rapporté cet exemple-là, où, alors c'est des associations qui sont influentes, hein, qui, lorsqu'elles donnent des consignes de vote, elles sont suivies. Donc c'est important de les entendre. Elles se sont réunies pour savoir s'il fallait ou pas soutenir un projet qui, par exemple, soutenait le mariage gay. Ça, c'était une question. Donc c'est une question c'est une question qui était posée par la communauté et qui peut déterminer le choix de cette communauté. Eh bien ça, je le dis juste comme exemple, mais c'est important de l'avoir en tête parce qu'il va y avoir des dissonances. Il va y avoir des dissonances. Moi, ce que je constate ici, parce qu'en fait, il y a des dissonances, mais on peut dépasser les dissonances. Hein. Je pense qu'un projet qui soutiendrait un projet égalitaire vis-à-vis des quartiers n'est pas forcément contre un projet progressiste. Et là, je pense que dans la séquence qu'on vient de vivre, on a pu se rendre compte, par exemple, que la parole de l'AFI sur la Palestine, sur l'islamophobie, sur la violence policière était si forte et si dominante que les indigènes pouvaient accepter de voter pour l'AFI, malgré des tendances dites conservatrices ou réactionnaires. Parce que le projet défend très clairement et de manière courageuse les intérêts des indigènes. Mais ça veut dire que ce cap, il faut le garder. Je pense qu'on peut concilier un projet de gauche, amenant vers lui des populations complètement disparates, très différentes, avec des affects vraiment différents, à condition de défendre de manière très très forte et de manière très assumée des positions qui défendent les intérêts des indigènes. Et je dirais qu'il faut faire la même chose avec les classes populaires blanches. Et alors, s'agissant des classes populaires blanches, là c'est pareil, je crois pas, je trouve que c'est très difficile de trouver un discours à l'endroit d'une population qui a tendanciellement des affects racistes. En revanche, il y a des leviers. Parce qu'en fait, il y a des choses, il faut s'y attarder. La frustration, le fait de croire et de penser que la France nous échappe. La question de la mondialisation, c'est le capitalisme international, c'est ça la mondialisation. Dans les milieux d'extrême droite, c'est expliqué autrement. C'est l'interprétation est raciste. Mais il n'en reste pas moins que cette dimension de cette insécurité culturelle qui consiste à penser qu'ils perdent la France, qu'elle ne leur appartient plus, eh bien, il faut savoir aussi le traduire dans un langage politique
comment dire, de transformation sociale, qui serait par exemple de comprendre que par exemple les classes populaires elles ont été trahies en 2005 avec le traité de la Constitution, et que ce vote-là qui était contre le traité contre la Constitution européenne, eh bien ça veut dire qu'en fait l'aspiration à revenir dans le cadre de l'État-nation c'était quelque chose d'important, ça a été trahi à ce moment-là. Peut-être qu'il y a quelque chose à réparer ici, parce qu'en fait, souvenons-nous que c'était essentiellement les couches populaires et de gauche et d'extrême droite qui ont voté pour le non au référendum. Eh bien, il y a quelque chose qui peut se réparer ici, du point de vue d'une idée qui est la leur, qui est de la souveraineté. Alors, nous, on va dire souveraineté populaire, mais cette souveraineté populaire, elle va s'exercer dans le territoire national. Et là, on peut rejoindre des aspirations populaires blanches, ici, à ce moment-là. Et je crois pas donc, c'est pour ça que je pense que c'est aussi un projet qui peut ramener des couches populaires blanches vers un projet d'émancipation sociale. Mais, encore une fois, il faut répondre à leurs exigences, à leurs envies, à leurs besoins. Et ça, c'est une partie du travail qu'on doit faire. Mais ça veut dire qu'il faut caresser l'autre versant dans le sens du poil, mais il faut répondre à une partie des aspirations. Et là, on peut se retrouver. La souveraineté populaire, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quitter l'Europe, je suis d'accord. Créer un internationalisme à partir, et je le dis bien, à partir de l'amour de la patrie, c'est possible. Chanter la Marseillaise au nom de Gaza, c'est possible. Tout ça, c'est possible. Mais ça, on dirait qu'il y a des barrières dans la tête. On a l'impression, à gauche, qu'il y a des barrières qui rendent cette réflexion impossible. Mais si, on peut faire tout ça. On a le droit, je veux dire, on ne va pas jeter l'opprobre sur quelqu'un qui aime son pays, qui dit j'aime la France, ou qui aime son drapeau. Mais le drapeau, c'est pareil. Le drapeau, qui a donné le sens ultime de ce que devait signifier le drapeau bleu-blanc-rouge? Qui a donné le sens ultime de ce que signifiait Jeanne d'Arc? C'est les fachos. Mais je veux dire, on peut penser le drapeau à partir de l'héritage de la Révolution française et lui donner un autre contenu. Donc moi, j'ai pas de problème. Quelqu'un qui me dit j'aime la France, j'aime la Marseillaise, je veux chanter la Marseillaise dans les manifestations, je veux venir avec mon drapeau bleu-blanc-rouge. Si le projet général, il est un projet social, s'il est un projet de souveraineté populaire, s'il est un projet d'égalité raciale. Comment? D'égalité raciale. D'égalité raciale, bien entendu, ça va de soi, et d'internationalisme. Ouais, et qu'on arrive, je pense qu'on peut tenir les deux bouts. Je pense que c'est une utopie possible. Mais encore faut-il avoir le courage d'aller dans cette direction. Alors oui... faut qu'il accepte les ancêtres aussi, quand tu disais dans le livre. Les Français doivent apprendre à accepter d'autres ancêtres. Et effectivement, si C.L.R. James, qui proposait, qui était donc un noir, et qui était un descendant d'esclaves, et qui fait cette proposition absolument généreuse, et qui dit à tout le monde, et notamment... On pourrait dire aux Français, lui, je crois qu'il le disait aux Américains, aux États-Unis, mais peu importe. Ce sont mes ancêtres, ils peuvent être les vôtres. Parce que oui, les luttes anti-esclavagistes, oui, les luttes anticoloniales, oui, les luttes antiracistes vous libèrent. Elles libèrent tout le monde. Ce sont donc en fait, lorsqu'on fait reculer le colonialisme, lorsqu'on fait reculer le sionisme, lorsqu'on fait reculer l'impérialisme, on fait progresser la fraternité et l'humanité en général. Et personne n'y perd en fait, puisqu'on a tous de nouveaux ancêtres. Et quels ancêtres? Et quels ancêtres? Ceux qui ont lutté contre l'esclavage. Quels ancêtres? Je veux dire, quelle fierté d'avoir ce genre d'ancêtres. Quelle fierté d'avoir des anticolonialistes comme ancêtres. Et quelle fierté pour nous, indigènes, de partager aussi les ancêtres des Blancs. Je veux dire, moi, je reconnais Robespierre comme mon ancêtre. Je reconnais Louise Michel comme mon ancêtre. J'ai pas de problème. Je veux dire, on voit bien qu'ici, il n'y a pas de barrière raciale. C'est ça la fraternité. Je veux dire, on doit créer notre propre panthéon. Mais c'est à nous de le choisir. Mais comment choisir notre propre panthéon si on n'a pas un pouvoir sur nous-mêmes, si on n'a pas un pouvoir de décision sur notre avenir? Eh bien ça, il n'y a que la souveraineté populaire qui peut nous le permettre. Il n'y a que ça, la souveraineté populaire. Et pour boucler la boucle, eh bien, la souveraineté populaire, elle ne peut s'acquérir que dans le cadre d'une gauche de rupture et décoloniale. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, je ne parle pas pour demain et après-demain, parce que je ne sais pas ce que l'AFI va faire, mais pour l'instant, l'AFI doit rester, ou doit préserver le cadre d'une gauche de rupture. Elle doit rester là, elle ne peut plus, elle n'a pas le droit de se compromettre. Elle n'a pas le droit. Quant à nous, parce qu'on pense que possiblement elle peut se compromettre, eh bien, il faut garder le cap de l'autonomie des luttes et du mouvement social.